Chapitre 7. Mon père ne s'absenta plus pendant plusieurs semaines et, durant cette période, j'eus le sentiment qu'il me couvait d'une façon nouvelle. Un jour, comme je rentrais un peu tard du lycée, je trouvai Madame Clay au téléphone avec lui. Elle me le passa aussitôt. Où étais-tu attaqua-t-il. Il appelait de son bureau, au centre de la paix et de la démocratie. J'ai appelé 2 fois, et Madame Clay ignorait où tu étais. La pauvre était dans tous ses états. C'était lui qui était dans tous ses états, même si sa voix était posée. Je me suis installé avec un livre dans un nouveau café, près du lycée, répondis-je. Très bien, mais la prochaine fois, préviens Madame Clay ou appelle-moi. Ça ne me plaisait pas vraiment, mais je répondis néanmoins que j'appellerais, d'accord. Mon père rentra tôt ce soir-là, et me lut à voix haute des pages des Grandes Espérances. Puis il sortit plusieurs de nos albums de photos, et nous les feuilletâmes ensemble. Paris, Londres, Boston, mes premiers exploits à patin à roulettes, mon BEPC, Paris, Londres, Rome. Partout, on ne voyait que moi, encore et toujours moi, debout devant les colonnades du Panthéon ou les grilles du Père-Lachaise, parce que mon père prenait les photos et que nous n'étions que tous les deux. À 9 heures, il vérifia que toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées et me laissa aller me coucher. Quand je fus de nouveau en retard, j'appelai Madame Clay. Je lui racontai que j'allais faire mes devoirs et prendre un thé avec une copine. Elle répondit que c'était d'accord. Je raccrochai et me rendis seul à la bibliothèque de l'université. Johann Binertz, le bibliothécaire de la section des manuscrits Bénévaux à Amsterdam, s'était apparemment habitué à mes visites. En tout cas, il souriait gravement chaque fois que je m'arrêtais devant lui pour lui poser une nouvelle question, et il me demandait toujours si mon exposé en histoire avançait. Cette fois, M. Binertz me dénicha un passage dans un texte du XIXe siècle que je fus particulièrement ravi de découvrir, et je passai 2 heures à prendre des notes. J'en ai un exemplaire aujourd'hui, dans mon bureau à Oxford. Je l'ai trouvé il y a quelques années dans une librairie. Histoire de l'Europe centrale par Lord Gelling. J'y suis attaché sentimentalement, après toutes ces années, même si je n'ai jamais pu l'ouvrir sans un sentiment de malaise. Je me rappelle très bien comme ma main alors jeune et agile courait sur mon cahier de lycéenne pour en recopier des passages. Outre son immense cruauté, Vlad Dracula était doté d'un courage à toute épreuve. Son audace était telle qu'une nuit en 1462, il n'hésita pas à traverser le Danube à cheval pour attaquer par surprise le campement du sultan Mehmet II et de son armée, positionné à cet endroit-là pour envahir la Valachie. Au cours de l'assaut, Dracula extermina plusieurs milliers de soldats turcs, et il s'en fallut de peu que le sultan et son épouse tombent sous ses coups avant que la garde ottomane ne parvienne à repousser les assaillants. On pourrait trouver des exploits similaires en Europe chez nombre de grands seigneurs féodaux de l'époque, souvent plus spectaculaires encore. Mais ce qu'il y a de vraiment exceptionnel avec Dracula, c'est sa longévité. J'entends par là son refus de mourir, de disparaître en tant qu'existence historique, bref, la persistance de sa légende. Les quelques sources disponibles en Angleterre se réfèrent directement ou indirectement à d'autres sources, dont la diversité suffirait à éveiller la curiosité de tout historien. Dracula semble avoir été célèbre en Europe de son vivant même, une véritable prouesse à une époque où l'Europe était, selon nos critères, un monde vaste et éclaté, dont les gouvernements communiquaient au moyen de messagers à cheval, et où, par ailleurs, la cruauté n'était pas un trait de caractère si rare. La célébrité de Dracula ne prit pas fin avec sa mort mystérieuse et son étrange inhumation en 1476. Elle semble s'être prolongée presque sans faiblir, jusqu'à ce qu'elle pâlisse sous la clarté du siècle des Lumières en Occident. L'article consacré à Dracula s'arrêtait là. J'avais eu suffisamment d'informations historiques à méditer pour la journée, mais je parcourus néanmoins les rayons du fonds anglais et découvris sans surprise que la bibliothèque,
possédait un exemplaire de Dracula de Bram Stoker. Il me faudrait plusieurs séances de lecture sur place pour en venir à bout. J'ignorais si on avait le droit de sortir des ouvrages, mais même dans ce cas, je n'aurais pas voulu le ramener à la maison où j'aurais eu le choix difficile entre le cacher et le laisser discrètement en vue. Au lieu de ça, je dévorais donc Dracula, assise dans un fauteuil en cuir, près d'une fenêtre de la bibliothèque. Quand je levais les yeux du livre, j'apercevais l'un de mes canaux préférés, le Single, avec son marché aux fleurs et les passants qui achetaient des casse-croûtes au hareng à un petit stand. Mon fauteuil était un cocon douillet, et son large dossier me dissimulait au regard des autres lecteurs. Je laissais progressivement le récit de Stoker m'engloutir, avec ses scènes d'horreur gothique, entrecoupées de bien convenables amourettes victoriennes. Je n'aurais su dire au juste ce que j'attendais de cette lecture. À en croire mon père, le professeur Rossi avait considéré cet ouvrage comme une source d'informations totalement inutile dans le cadre de ses recherches sur le vrai Dracula. Mais même s'il n'avait effectivement pas grand-chose en commun avec Vlad Tepes, l'irrésistible et repoussant comte Dracula du roman s'avérait à mon sens un personnage fascinant. Le professeur Rossi lui-même avait été convaincu que Dracula était devenu un mort-vivant dans la réalité, dans le vrai cours de l'histoire. Je me demandais si un roman avait pu provoquer quelque chose d'aussi étrange dans la réalité. Après tout, Rossi avait fait sa découverte bien après la publication de Dracula. D'un autre côté, Vlad Dracula avait été l'incarnation du mal presque 4 siècles avant la naissance de Stoker. Cela me laissait perplexe. Le professeur Rossi n'avait-il pas dit aussi que Stoker avait largement puisé son inspiration dans le folklore qui se rattachait aux vampires? Je n'avais jamais vu de film de vampires. Mon père détestait toute forme d'horreur, de sorte que les conventions du genre m'étaient étrangères. À en croire Stoker, les vampires pouvaient attaquer leurs victimes uniquement entre le coucher et le lever du soleil. Ils vivaient éternellement et se nourrissaient du sang des mortels, qu'ils transformaient à leur tour en morts vivants. Ils prenaient parfois l'apparence d'une chauve-souris, d'un loup ou du brouillard. On pouvait les tenir à distance à l'aide d'un crucifix ou de gousses d'ail. Ils dormaient le jour, dans un cercueil, et le seul moyen de les tuer était de leur enfoncer un pieu dans le cœur, pendant leur sommeil, et de leur remplir la bouche d'ail. Il n'y avait là rien de bien effrayant en soi. Tout cela me semblait trop éloigné de la réalité, imprégné de superstitions, saugrenues. Néanmoins, un aspect de l'histoire me hantait après chaque séance de lecture, quand je reposais le livre sur son étagère, notant soigneusement la page à laquelle je m'étais arrêté. Une pensée me suivait dans l'escalier de la bibliothèque et m'accompagnait jusqu'à la porte de la maison. Le Dracula imaginé par Stoker avait des victimes de prédilection, les jeunes filles. Mon père éprouvait comme jamais le besoin de goûter le printemps dans le sud, me confia-t-il, et souhaitait que je profite moi aussi de ce miracle. De toute façon, je serai bientôt en vacances, et ces réunions à Paris ne le retiendraient que quelques jours. J'avais appris à ne pas l'asticoter, ni sur le chapitre des voyages, ni sur celui du passé. Lorsqu'il se sentait prêt, il reprenait le fil de sa narration. Mais jamais, jamais lorsque nous étions à la maison. Je crois qu'il ne voulait pas introduire cette sombre présence dans notre foyer. Nous prîmes donc le train pour Paris, puis une voiture pour nous rendre dans les Cévennes. Tous les matins, je travaillais sur 2 ou 3 dissertations, rédigées dans un français de plus en plus fluide, que j'expédiais ensuite au lycée. J'en ai conservé une, et, même aujourd'hui, après toutes ces années, il me suffit de la relire pour retrouver la saveur intraduisible de la France au joli mois de mai, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée qui exhale un bouquet de senteurs. Comme si, dans ce coin béni du monde, la nature tout entière devenait un vaste jardin aromatique, destiné à rehausser la saveur d'une salade ou d'un fromage fermier.
Nous faisions halte dans des fermes, afin d'acheter de quoi composer des pique-niques 10 fois meilleurs que ce que nous aurait proposé un restaurant. Des barquettes de fraises qui semblaient vernies au soleil, et ne donnaient même pas l'impression d'avoir besoin d'être lavées, ou des bûchettes de fromage de chèvre, roulées dans la cendre. Mon père buvait du vin d'un beau rouge sombre, dans une bouteille sans étiquette, qu'il achetait pour une bouchée de pain, et qu'il rebouchait après chaque repas. Il la transportait avec un petit verre soigneusement enveloppé dans une serviette. En guise de dessert, nous engloutissions d'énormes morceaux de pain frais, achetés dans la dernière ville traversée, enfonçant à l'intérieur des barres de chocolat noir. Mon estomac se dilatait de bonheur, et mon père disait avec regret qu'il faudrait nous mettre au régime à notre retour. Nous progressâmes en direction du sud-est, puis, au bout d'un jour ou deux, la route s'élança vers des montagnes. Les Pyrénées-Orientales, annonça mon père en dépliant la carte routière au-dessus d'un de nos pique-niques. Il y a des années que je voulais revenir ici. Je dessinai la route avec mon doigt et je m'aperçus que nous étions tout près de l'Espagne. Cette pensée, et ce terme magique d'oriental, me galvanisa. Nous atteignions les limites de l'univers que je connaissais, et pour la première fois je prenais conscience qu'un jour, je pourrais être amené à franchir la ligne et à continuer loin, beaucoup plus loin, hors de ses frontières. Mon père parlait d'un certain monastère qu'il souhaitait voir. Je pense que nous atteindrons ce soir la ville située en contrebas. Nous monterons le visiter demain. C'est haut, à peu près à mi-chemin des montagnes qui le protégèrent de toutes sortes d'envahisseurs. Il a été édifié en l'an 1000, tu sais. C'est incroyable, ce lieu minuscule sculpté dans la roche, difficile d'accès même pour les pèlerins les plus enthousiastes. Mais la localité construite à ses pieds te plaira. C'est une vieille ville d'eau, pleine de charme. Mon père souriait en prononçant ces mots, mais il était nerveux, repliant la carte un peu trop rapidement. Je devinais qu'il reprendrait très bientôt le fil de son récit. Peut-être même cette fois n'aurais-je pas besoin de demander. Les bains me plut effectivement lorsque nous y entrâmes cet après-midi-là. C'était une petite ville de montagne couleur sable, édifiée sur un promontoire rocheux. La chaîne impressionnante des Pyrénées la dominait, la recouvrant de son ombre à l'exception des rues les plus basses, qui se déployaient vers les vallées et les fermes blotties en contrebas. Des platanes poussiéreux, soigneusement taillés autour de placettes tout aussi poussiéreuses, n'offraient pas un pouce d'ombre aux promeneurs et aux vieilles femmes, qui vendaient des nappes au crochet et des bouteilles d'extrait de lavande. En levant les yeux, nous pouvions voir en haut de la ville l'incontournable église de pierre, hantée par des hirondelles, et dont le clocher semblait flotter dans l'ombre gigantesque des montagnes. Nous dînâmes avec appétit d'une soupe ressemblant à du gazpacho, puis d'une escalope de veau dans un hôtel du XIXe siècle. Le tenancier posa un pied sur le rail en cuivre du bar, près de notre table, et nous questionna courtoisement, mais bizarrement sur notre voyage. C'était un homme sans prétention, habillé tout en noir, avec un visage mince au teint olivâtre. Il parlait un français saccadé, relevé d'une pointe d'épice que je n'avais encore jamais rencontré, et que je comprenais nettement moins bien que mon père, qui me traduisait au fur et à mesure. Ah, notre monastère, bien sûr, commença l'homme en réponse à la question de mon père. Savez-vous que Saint-Mathieu attire 8000 visiteurs chaque été? Eh oui, c'est ainsi. Mais ils sont tous très gentils, très calmes, beaucoup de chrétiens qui viennent de l'étranger et qui gagnent leur paradis en montant là-haut à pied. C'est encore un véritable pèlerinage. Ils font leur lit le matin et ils vont et viennent sans qu'on les remarque. Bien sûr, d'autres personnes viennent pour les bains. Vous comptez prendre les eaux, vous aussi? Mon père répondit que nous passerions seulement 2 nuits ici avant de remonter dans le nord, et que nous avions l'intention de consacrer toute la journée du lendemain à la visite du monastère. L'autre hocha la tête en connaisseur. Un grand nombre de légendes s'attachent à ce lieu, vous savez. Certaines sont étonnantes, mais elles sont toutes véridiques, déclara-t-il avec un sourire qui rendit subitement son visage maigre, très beau. La jolie demoiselle comprend-elle ce que je dis? La suite devrait l'intéresser.
Je comprends, merci, répondis-je poliment. Bon, je vais vous en raconter une alors. Ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie, mangez, c'est meilleur chaud. Au même moment, la porte du restaurant s'ouvrit et un couple âgé entra en souriant et choisit une table. Bonsoir, buenas tardes, lança le tenancier dans une même respiration. Il surprit mon regard étonné et se mit à rire. Oui, nous sommes très mélangés ici. Nous sommes une salade, un brassage de cultures différentes. Mon grand-père parlait couramment l'espagnol, à la perfection même, et il s'est battu chez eux pendant leur guerre civile, alors qu'il était déjà âgé. Nous revendiquons la multiplicité de nos langues ici. Nous ne sommes pas des poseurs de bombes, des terroristes comme les Basques. Nous ne sommes pas des criminels, nous. Il regarda autour de lui avec indignation, comme si quelqu'un l'avait contredit. Je t'expliquerai plus tard, me glissa tout bas mon père. Donc, revenons à nos moutons. Vous ne le savez sans doute pas, mais ici on m'appelle la mémoire de la ville. Et j'en suis fier. Mangez, mangez. Donc, notre monastère fut fondé en l'an 1000. Pour être exact, il le fut en 999, parce que les moines qui choisirent cet emplacement se préparaient pour la fin du monde qui, selon eux, devait se produire au jour et à l'heure du millénaire. Bref, ils sillonnaient la montagne à la recherche d'un lieu pour leur église, lorsqu'une nuit, l'un d'eux vit en rêve saint Matthieu descendre du ciel et déposer une rose blanche au sommet d'une cime au-dessus d'eux. Le lendemain, ils y montèrent et consacrèrent la montagne par leurs prières. C'est très beau, vous l'adorerez. Mais ce n'est pas là la grande légende. Alors que le monastère et sa petite église avaient juste un siècle d'existence, l'un des moines les plus pieux mourut mystérieusement dans la force de l'âge. Il s'appelait Miguel de Cuxa. Sa mort endeuilla toute la communauté et ils l'enterrèrent dans leur crypte. Il s'agit de la fameuse crypte qui nous a rendus si célèbres, parce que c'est le plus ancien édifice roman d'Europe. Oui. Il pianota nerveusement sur le bar du bout de ses longs doigts aux ongles carrés. Certains racontent que cet honneur revient à Saint-Pierre, à côté de Perpignan, mais c'est un mensonge indigne, destiné à abuser les touristes. Quoi qu'il en soit, le moine Miguel de Cuxa fut enterré dans la crypte, et, peu de temps après, une malédiction s'abattit sur le monastère. Plusieurs frères moururent d'une étrange épidémie. On les retrouva les uns après les autres dans le cloître. Le cloître est une merveille, vous l'adorez aussi. C'est le plus beau d'Europe. Donc, on retrouva les saints hommes morts, le visage livide, comme s'ils n'avaient plus une goutte de sang dans les veines. Tout le monde soupçonna un poison. Finalement, un jeune novice, il s'agissait de l'élève préféré du premier moine décédé, descendit dans la crypte et exhuma le corps de son maître, contre l'avis de l'abbé qui était très effrayé. Ils découvrirent alors que feu Miguel de Cuxa était encore vivant, enfin sans l'être réellement, si vous voyez ce que je veux dire. Un mort-vivant, quoi. Il sortait de sa tombe la nuit pour prendre la vie de ses frères. Afin de permettre à l'âme du malheureux de trouver enfin la paix, les moines apportèrent de l'eau bénite puisée dans un lieu sanctifié dans les montagnes. Ils se munirent d'un pieu très pointu. Sa main traça une forme dramatique dans l'air, afin de bien nous montrer l'acuité de l'objet. Toute mon attention avait été focalisée sur lui et son étrange français, tandis que je m'efforçais d'assembler les pièces de son récit dans un gros effort de concentration. Mon père avait cessé sa traduction simultanée, et à ce moment précis sa fourchette heurta bruyamment son assiette. Je m'aperçus qu'il regardait fixement notre hôte, et qu'il était aussi blanc que la nappe. Pourrions-nous... Papa s'éclaircit la gorge et pressa à plusieurs reprises sa serviette sur ses lèvres. Pourrions-nous avoir un café, s'il vous plaît? Mais vous n'avez pas encore goûté à notre salade maison, elle est exceptionnelle. Notre informateur paraissait tout décontenancé. Il y a aussi le plateau de fromage, et ce soir, nous avons des poires Belle Hélène, ainsi qu'un délicieux gâteau au chocolat pour la demoiselle. Certainement, certainement, acquiesça précipitamment mon père. Nous allons prendre tout cela, bien sûr. Des haut-parleurs, accrochés aux arbres, diffusaient de la musique quand nous sortîmes du restaurant. Une sorte de fête locale devait avoir lieu sur l'une des petites places, car une douzaine d'enfants effectuaient des danses folkloriques, vêtus de costumes, qui me rappelaient Carmen.
Les petites filles tournoyaient sur place, faisant froufrouter leurs jupes en taffetas jaune, tout en balançant gracieusement la tête sous leurs mantillas de dentelle. De leur côté, les petits garçons tapaient des pieds, puis mettaient un genou à terre, ou bien tournaient autour de leur cavalière, d'un air fier et dédaigneux. Ils portaient tous une veste noire courte, un pantalon moulant et un chapeau en velours. La musique nous parvenait par vagues, accompagnée d'un bruit rappelant le claquement d'un fouet, qui augmentait à mesure que nous nous rapprochions. Quelques touristes se mêlaient aux spectateurs, observant les danseurs, et toute une rangée de parents et de grands-parents, installés sur des sièges pliants près d'une fontaine vide, applaudissaient chaque fois que la musique, ou le martèlement des garçons, atteignait un crescendo. Papa et moi nous attardâmes quelques minutes avant d'emprunter une rue qui partait manifestement de la place pour aboutir à l'église, tout en haut de la ville. Mon père ne fit aucune mention du soleil, qui sombrait à l'horizon, mais j'avais le sentiment que notre marche était réglée sur la mort soudaine du jour, et je ne fus pas surprise quand la lumière de ce paysage sauvage s'évanouit d'un seul coup. La silhouette bleu-noire des Pyrénées se détachait crûment sur l'horizon, tandis que nous progressions. Puis elle se dilua dans le bleu-noir du ciel. La vue depuis le mur de l'église était panoramique, pas vertigineuse comme celle que nous avions contemplée dans ces villes italiennes dont je rêvais encore, mais immense, les plaines et les collines se succédant pour former les contreforts, et les contreforts se cabrant pour devenir des pics sombres qui masquaient des portions entières du monde distant. Juste à nos pieds, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, des promeneurs déambulaient dans les rues et les allées, parlant, riant, et un parfum rappelant celui des œillets montait des petits jardins enclos. Des hirondelles entraient et sortaient du clocher, décrivant des arabesques comme si elles traçaient un message invisible avec des filaments d'air. J'en remarquai une qui voletait maladroitement au milieu des autres, pesante et malhabile, puis je me rendis compte qu'il s'agissait d'une chauve-souris, à peine distincte dans la lumière mourante. Mon père soupira et posa les pieds sur un bloc de pierre. Une marche qui permettait autrefois de monter à dos d'âne, peut-être, suggéra-t-il à voix haute. Quelle qu'ait été sa fonction originelle, cette pierre avait contemplé cette vue pendant des siècles, admiré des millions de couchers de soleil comme ce soir, et assisté au remplacement relativement récent de la lumière des bougies par celle du gaz, puis de l'électricité dans les rues et les cafés. Papa paraissait de nouveau détendu, le dos appuyé contre le mur de l'église, après un repas délicieux et une promenade dans l'air pur de la montagne. Mais j'avais l'impression que cette décontraction était forcée. Je n'avais pas osé l'interroger sur son étrange réaction au récit du restaurateur. Mais elle m'avait fait prendre conscience du fait qu'il pourrait y avoir d'autres récits plus terribles encore pour mon père que celui qu'il avait commencé à me raconter. Cette fois, je n'eus pas à lui demander de continuer son histoire. C'était comme si, entre deux mots, il préférait encore celui-là.